Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la situation de ne pas savoir quoi dire à un collègue, un ami, un proche touché par le cancer? Vous voulez pouvoir lui témoigner votre soutien et pourtant impossible de trouver les mots. Alors spontanément, il nous vient des idées, hein, mais on se rend vite compte en y réfléchissant que ça colle pas. Si je lui demande si ça va, bah je sais que non, donc ça convient pas. Bon, alors je vais lui demander comment se passent ses traitements. Mais s'il n'a pas envie de me répondre, je vais peut-être devenir intrusive. Bon, alors il vaut peut-être mieux que je fasse comme si de rien n'était. Mais si je lui en parle pas, il risque de croire que je suis indifférente. Bah, ce malaise va nous amener à dire quelque chose de maladroit, qui va provoquer l'effet inverse de notre intention. C'est-à-dire qu'au lieu de soutenir la personne, eh bien nos mots risquent de créer du mal-être. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir quels sont les mots à ne surtout pas dire et ceux qui font du bien. Et vous allez découvrir qu'il y a des choses que vous pourriez avoir envie de dire et qu'il vaut mieux éviter. Car ils vont avoir l'effet contraire de votre intention en blessant peut-être alors que votre souhait était d'être soutenant. Donc vous comprendrez pourquoi votre esprit vous joue des tours en disant des choses que vous pouvez vous-même trouver maladroites, et vous saurez aussi bien sûr ce qui fait du bien pour aider au mieux et être efficace dans le soutien que vous voulez apporter. Et je vous livre à la fin de cette vidéo des idées concrètes et pratiques pour aider au mieux. Et pour les personnes malades qui regardent cette vidéo et qui en ont marre d'entendre des phrases qui les exaspèrent, eh bien, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est tout à fait normal si vous êtes agacé et vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à ressentir des choses négatives avec des phrases qui se veulent pourtant gentilles. Donc, ne culpabilisez pas. Je suis Lucie Mira, psychologue clinicienne et je travaille depuis plus de 15 ans en oncologie. Je distribue pas de recettes miracles, je ne suis pas non plus une coach du bonheur, mais je suis une professionnelle de la santé mentale qui met à votre disposition mon savoir, celui qui me paraît vous être utile pour mieux se comprendre les uns des autres. Bon, mon envie, vous l'aurez compris, hein, est de partager. Et si vous voulez aussi vous engager dans la diffusion de ce savoir, eh bien, likez, abonnez-vous à ma chaîne Psy Partage, écrivez-moi un commentaire et vous aussi, ainsi vous contribuez à ce partage. Tu devrais aller chez un ostéopathe, ça te ferait du bien. Tu devrais essayer de te forcer à manger. Tu devrais utiliser cette crème. Tu devrais aller marcher, ça te ferait du bien. Alors, c'est tout à fait normal de vouloir aider en faisant des suggestions auxquelles vous pensez spontanément. Quand vous rencontrez quelqu'un qui échange autour de sa maladie, on est dans l'action, il se passe quelque chose, et puis on ne sait jamais, la personne pourra peut-être aller mieux grâce à ce conseil. Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Mais avant de nous lancer dans une proposition de solution, interrogeons d'abord ce que la personne a essayé. Avant de vouloir calmer notre sentiment d'impuissance difficile à supporter quand on se retrouve passif face à la souffrance de l'autre, eh bien, on a vite envie de se sentir actif en cherchant des solutions au problème. Mais dans ce cas, on apaise soi-même son mal-être en passant à côté des vrais besoins de la personne malade. Car si nous nous mettons 2 minutes à sa place, nous allons parfaitement envisager que la personne malade, lorsqu'elle a des douleurs, va elle-même chercher toutes les pistes pour se soulager. Et on aura déjà parlé aux infirmières qu'elle rencontre, à son médecin, éventuellement aux personnes avec qui elle est en chimiothérapie. Et il y a quand même de grandes chances qu'elle ait déjà exploré tout Internet pour trouver des solutions. Par ailleurs, il y a de fortes probabilités pour que la plupart des gens qu'elle rencontre réagissent de cette manière, en voulant lui donner des conseils. Et elle devra répéter que ça ne marche pas. Alors, avant de nous lancer dans un conseil, pensons juste à poser la simple question: mais tu as trouvé des choses qui t'apaisent un peu? Ou bien, mais qu'est-ce que tu as pu tester pour te soulager déjà? La simple démarche de d'abord explorer avant de partir dans les conseils soulagera énormément la personne. Beaucoup des patients que je rencontre me rapportent leur lassitude à devoir se justifier face à la persistance de leurs symptômes, jusqu'à ce que les personnes décident de ne plus en parler, car tout le monde préfère chercher des solutions là où en fait la personne avait juste besoin d'en parler, de dire que c'est lourd pour trouver une épaule. Évidemment, pour nous qui entendons la souffrance, ça peut réveiller nos propres angoisses quant à la maladie, et on peut avoir envie de se rassurer en pensant qu'il y a des solutions. Tu dois garder le moral, c'est 50% de la guérison. Cette phrase, qui se veut encourageante, stimulante, est extrêmement culpabilisante. Observons bien ce qu'elle dit. Si garder le moral, c'est 50% de la guérison, alors ne pas avoir le moral, c'est aggraver soi-même son état, générer son propre échec.
Quand j'ai des patients qui viennent me voir en consultation au plus mal et qui me disent culpabilisés qu'ils savent qu'ils doivent bien aller s'ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, eh bien c'est angoissant de se sentir mal dans ce cas-là et d'en plus de penser qu'on aggrave sa maladie. Alors effectivement, hein, on sait qu'on n'est pas qu'une tête ou qu'un corps et que les deux communiquent. Il y a des liens entre son état moral et son état physique et inversement. Mais ça veut dire quoi, garder le moral? C'est faire comme si ça allait? Pour être endurant dans un marathon, on ne peut pas faire un sprint tout le long, il faut des phases de récupération. Et bien parfois, craquer, lâcher, c'est justement ce qu'il faut pour retrouver de l'énergie. Lâcher les vannes quand ça déborde permet de s'équilibrer. Et c'est au contraire en accueillant ces émotions, en n'ayant pas peur, qu'on relâche les tensions. On ne peut pas garder le moral en continu lors de cette épreuve, c'est normal et ce n'est pas grave. Les émotions qui nous traversent circulent et elles passent. Donc, plutôt que de vouloir encourager la personne en la culpabilisant d'aller mal, rassurons-la plutôt en lui rappelant tout cela. Je sais ce que c'est parce que ma voisine a eu la même chose. Il est tentant de se référer à une expérience connue quand on rencontre une difficulté et c'est un processus tout à fait normal. Notre cerveau établit des connexions, des liens avec des informations en stop. Mais en parler à la personne malade ne lui apportera pas de réconfort puisque chaque personne réagit différemment et chaque cancer est différent. Il y a de nombreux paramètres biologiques qui déterminent le parcours de la maladie, donc parler de quelqu'un d'autre aussi malade, soit banalisera le vécu, ça arrive à d'autres en l'incluant dans une généralité, soit ça dramatisera avec l'idée qu'il y en a plein. D'ailleurs, la réaction de notre interlocuteur sera parlante, car après avoir évoqué notre voisine qui a subi une mastectomie et qui va mieux aujourd'hui par exemple, parce que nous on a envie de rassurer notre amie, eh bien nous observerons que ça n'aura pas du tout l'impact que nous souhaitons, car c'est très bien pour cette voisine qu'elle aille mieux, mais c'est propre à chacun. On ne peut pas généraliser un vécu individuel. Chaque personne est unique. Mais à la place, partons du principe que nous ne savons pas comment cela est pour demander à notre ami comment ça se passe pour toi, comment te sens-tu, tout simplement. Et la personne malade est la seule experte de ce qu'elle vit. Rappelez-vous de ça. Tu vas t'en sortir, ça se soigne bien, c'est presque rien maintenant un cancer. On voit bien que cette phrase pourrait se vouloir rassurante pour que la personne n'angoisse pas trop. Et vouloir rassurer en minimisant, c'est infantilisant, car ça ne prend pas en compte la réalité, mais seulement la manière dont on souhaiterait que ça se passe. Vous savez, c'est comme si j'y crois très fort, ça va bien se passer. C'est le principe de la pensée magique ou de la méthode Coué. Il suffit de s'en persuader, ça ira. Cette phrase annule toute une partie de la réalité qui est la difficulté de l'épreuve. Même si les traitements n'ont pas été trop lourds, il y a quand même toujours l'impact psychologique d'avoir pu faire partie du mauvais côté des statistiques et la peur d'une récidive. Donc oui, heureusement, il y a des chiffres rassurants, mais on ne peut pas réduire un vécu à des généralités et le banaliser. Car un cancer n'est jamais anodin pour celui qui le vit, il est toujours un vecteur qui rappelle la vulnérabilité de la vie. Alors, quoi dire pour rassurer? D'abord, reconnaître la réalité qui est difficile, ça évite de faire semblant, puis rappeler que si les traitements ont pu lui être proposés, c'est une chance, car ça signifie qu'on peut espérer, puisqu'ils donnent des résultats. Vous voyez, on reste ancré dans la réalité en rappelant qu'il y a des choses positives réelles sur lesquelles s'appuyer. Tu es courageux, t'es fort, je supporterais pas à ta place. Alors, parler de courage implique d'avoir le choix d'y aller ou pas. C'est courageux d'intervenir lorsqu'il y a un danger qu'on pourrait éviter, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, il n'est pas vraiment question de courage, et bien des personnes malades ne comprennent pas pourquoi on leur attribue sans arrêt une valeur qui leur paraît bien étrangère. Vous savez, ils ont plutôt l'impression de subir, de s'adapter, mais pas vraiment de choisir quoi que ce soit. En plus, ils n'ont pas vraiment d'ennemis à combattre, ni de solution à trouver à un problème qui est pris en charge par le corps médical. Alors, quand on leur répète « tu es courageux », ça peut les enfermer dans une force supposée qu'ils ne ressentent pas comme telle, et ça crée de la distance en renvoyant la personne malade à une solitude. Puisqu'elle est courageuse, elle sait gérer. Donc, on lui laisse cette capacité que moi, je considère ne pas avoir et donc ne pas être en mesure de savoir comment l'aider. Et puis un deuxième inconvénient de cette phrase est que ça peut donner l'impression qu'ils ne peuvent pas aller mal puisqu'ils sont courageux et que donc, craquer serait un échec. La personne malade qui essaie de faire bonne figure à son entourage et à qui on renvoie qu'elle est courageuse
ne se sentira que rarement valorisée par cette phrase. La plupart du temps, elle se sentira incomprise dans sa souffrance, seule, et culpabilisera de ne pas réussir à être plus courageuse, puisque c'est comme cela qu'on l'aperçoit et qu'on voudrait qu'elle soit. Alors, ce qui serait plus aidant serait de lui souligner, par exemple, que nous avons l'impression qu'elle fait face et que ça ne doit pas être facile tous les jours. Alors surtout, qu'elle n'hésite pas en cas de coup de mou à nous appeler. Ça y est, tout est fini, c'est enfin derrière toi. Tu peux tourner la page, enfin le retour à la vie normale. Alors la fin des traitements marque un vrai soulagement pour tous et c'est vraiment sympa de pouvoir le célébrer et s'en réjouir. Mais attention, pour la personne malade, la fin des traitements ne marque pas la fin de la maladie. Elle est encore faible physiquement et psychologiquement et je vous renvoie à ma vidéo sur l'après-cancer pour comprendre pourquoi c'est une période de grande fragilité. La personne doit encore subir des examens de contrôle et puis surtout, elle commence à envisager l'angoisse d'une récidive possible. Donc, après les traitements, rien ne devient comme avant. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et il y a toujours un avant et un après maladie. On vit ensuite toujours avec ce passé car le corps est souvent meurtri et l'angoisse de mort a creusé un sillon régulièrement emprunté au moins une fois par an avec les examens de contrôle et puis le rendez-vous avec le cancérologue. Sans compter que bien souvent un traitement perdure par voie orale avec des effets indésirables comme la fatigue, des douleurs articulaires, une perturbation du sommeil et de l'humeur. Alors c'est super de se réjouir et on peut l'exprimer, mais en étant attentif à rester dans la réalité du malade. Ce peut être par exemple, je suis tellement contente pour toi que cette partie si lourde des soins soit terminée, je te souhaite une bonne récupération. Ou quelque chose du genre, une grande étape vient d'être franchie et sache que je reste près de toi, disponible pour toi. Alors voilà pour les 6 phrases qui sont à éviter et celles qui sont à privilégier. Vous savez, si vous me suivez, que je ne peux pas en rester à vous donner ces éclairages sans vous expliquer un ou deux petits trucs sur notre fonctionnement. Car savez-vous pourquoi on peut être tous amenés à dire des maladresses? Au fond, ce sont nos émotions qui prennent le contrôle et qui nous rendent évitants, faussement rassurants. Demandons-nous comment nous nous sentons à l'idée de parler de la maladie. Nous avons peur, et c'est bien normal, peur de nous projeter avec l'idée et si c'était moi, mon enfant, mon conjoint, mon parent? Alors lorsque nous disons à notre collègue par exemple que ça va aller, bien nous sommes en train de nous parler à nous-mêmes, d'essayer de calmer cette peur intérieure. Et c'est pour ça que la personne malade se sent seule et que nous sentons bien que nous sommes à côté de la plaque. Alors, pour éviter d'être dans les projections, le seul moyen est de partir du principe que nous ne savons pas comment la personne se sent et que nous avons besoin que ce soit elle qui nous explique comment elle vit les choses pour nous y ajuster. Et pour cela, nous avons aussi le droit de dire que nous sommes tellement touchés par ce que la personne vit, nous aimerions tellement pouvoir l'aider que nous ne savons pas quoi lui dire. Et en exprimant cela, nous lui témoignons notre soutien de manière authentique et sincère. Et l'essentiel est là. Et puis, si nous voulons être dans l'action, nous pouvons toujours lui proposer de lui déposer un petit plat qu'on lui cuisine, ou, si on cuisine bien, ou d'emmener ses enfants à une sortie, ou de les garder quelques jours, ou de promener son chien, ou de lui envoyer avant chaque chimio juste un petit SMS, une blague ou une image qui fait sourire. Je vous remercie de votre attention et prenez bien soin de celle que vous vous accordez. À bientôt!